Bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. Si vous nous rejoignez, ravi de vous retrouver pour un nouveau journal. Nous sommes le jeudi 18 mars 2021 dans l'actualité ce soir. André Roux a été sélectionné pour les JO 2024. On ne parle pas de performance sportive, mais bien de construction. L'entreprise spécialisée dans le bois est basée à Maglan, en Haute-Savoie. Sébastien Germain nous y emmènera. Et puis ils sont frères, ils sont passionnés et ils ont lancé ensemble leur fabrication de liqueurs bio à Pringy pour les apéritifs, les digestifs ou en cocktail à consommer, bien sûr avec modération. Rencontre dans ce journal. Avant de développer ces titres, le virus de la Covid-19 circule activement en ce moment dans le Haut-Chablais en Haute-Savoie. Pour lutter contre cette propagation, une journée de test est organisée ce vendredi 19 mars à Morzine. Ils auront lieu au Palais des Sports de 10h à 16h. Sans rendez-vous, ce dépistage se fait sur la base du volontariat. D'après les derniers chiffres de Santé publique France, en Haute-Savoie, le taux d'incidence est de 240,8 pour 100 000 habitants. En Savoie, il est un peu moins élevé, il s'établit à 185,2, toujours pour 100 000 habitants. Dans l'actualité également, l'école des TEP et la crèche Le Jardin des Mini-Pousses à Annecy ont dû fermer leurs portes. Une fermeture qui n'est pas liée, comme c'est souvent le cas en ce moment, à l'épidémie. À l'occasion d'un contrôle des bâtiments, les services de la ville ont constaté une oxydation anormale des poteaux métalliques qui soutiennent les bâtiments. Le bureau de contrôle Plantier, intervenu à la demande de la ville, a confirmé la nécessité d'une intervention immédiate. Par précaution, le maire a donc décidé de fermer les deux bâtiments concernés. L'organisation a promis les JO les plus verts et durables de tous les temps. Le village olympique de Paris 2024 devra donc respecter strictement les normes environnementales en vigueur. Une occasion en or pour l'entreprise Roux, un des leaders français de la construction en bois. Implantée à Maglan, elle a remporté l'appel d'offres pour l'élaboration de l'espace qui sera réservé aux athlètes. Reportage de Sébastien Germain. Plus vite, plus haut, plus fort. La devise des Jeux Olympiques pourrait aussi être celle de l'entreprise Roux, basée à Maglan. La société, qui fait partie des leaders français de la construction en bois, a été choisie pour fabriquer plus d'une dizaine de bâtiments du village des athlètes des Jeux Olympiques de Paris 2024. Une sélection qui a des airs de victoire pour la filière bois. C'est la reconnaissance du savoir-faire de l'entreprise. Le comité olympique et la mairie de Paris souhaitaient que ce chantier soit un exemple pour la construction de demain et pour le souhait des politiques, le souhait des maîtres d'ouvrage de modifier la construction de demain pour qu'elle soit davantage durable. Et effectivement, le bois est une des solutions pour mieux construire et pour construire plus durable. Financièrement parlant, cette opération n'est pas négligeable pour l'entreprise savoyarde. Cette commande XXL lui assure d'ores et déjà au moins 30% de son activité pendant au moins 3 ans. L'entreprise Roux fait donc peut-être face au plus grand défi de son histoire. On est dans la phase de conception et d'ici cet été, on va commencer à fabriquer les premiers éléments pour ensuite une mise en œuvre sur chantier et un début des opérations à partir de cet automne. On va utiliser Maglan comme une des bases de fabrication et ensuite on a un autre site de fabrication sur la région parisienne et c'est à partir de ces deux sites principalement qu'on va produire l'ensemble des composants qui iront sur le chantier. Ça nous permet de davantage préfabriquer et donc de limiter l'intervention sur chantier et donc aussi forcément de limiter les nuisances ou les déchets. Avec ses 102 employés et ses 19 millions d'euros de chiffre d'affaires, la société Roux, fondée en 1954, devrait gagner en notoriété. Ce chantier est donc attendu avec impatience au sein de l'entreprise. Ça apporte de la fierté, on a l'impression de participer à quelque chose de grand, quoi. Forcément, ça nous ramène un peu plus de pression. Ça permet de pouvoir contribuer à quelque chose qui est assez nouveau pour nous. Et je pense que pour une entreprise par lui-même, c'est un grand atout. Les bâtiments fabriqués par l'entreprise Maglan-Chard auront une seconde vie après la caserne olympique. Ils seront réhabilités en logement pour les habitants de Seine-Saint-Denis. Le caractère éphémère inhérent aux constructions olympiques va donc laisser sa place à une véritable démarche d'aménagement du territoire. Et puisque nous parlons sport, un mot de ski avec une deuxième annulation d'épreuves dans les finales de la Coupe du Monde. Le Super G n'a pas eu lieu ce jeudi à Lanzerheide en Suisse. Les conditions météo n'étaient pas réunies pour le bon déroulement de cette course. Une annulation qui fait plutôt les affaires d'Alexis
Pinturo, le skieur de Courchevel, est toujours en tête du classement général avec toujours 31 points d'avance sur Marco Odermatt avant les 2 dernières courses. On l'écoute au micro de la FFS TV. C'est sûr que c'est particulier. Moi, je trouve que c'est pas forcément une bonne chose pour le sport d'avoir des courses qui sont annulées. Après, c'est comme ça. On sait qu'à la finale, c'est toujours mieux d'être devant sur les classements que derrière, parce qu'il peut y avoir ce genre de choses. Et d'ailleurs, au géant, on aura des conditions relativement compliquées avec beaucoup de neige qui est attendue. Ce qui est sûr, c'est que alors ça m'est profitable. Maintenant, quoi qu'il en soit, ça va pas changer grand-chose pour mon approche de ce week-end et sur le géant qui vient et avec le slalom ensuite. Il me reste de belles choses à réaliser. On arrive en plus sur la fin de la saison avec le dernier géant, le dernier slalom. En géant, j'ai toujours la possibilité aussi de rivaliser avec Marco pour le classement de la discipline. Donc on va essayer crânement et à fond notre carte pour éventuellement aller chercher aussi le globe du géant. Bien sûr, je pense qu'il faut rester surtout concentré sur moi-même et que je continue vraiment à m'amuser et surtout à aborder les choses sereinement comme j'ai pu le faire tout au long de la semaine, même si jusque-là, il n'y a pas eu grand-chose de fait. Et on reste dans l'univers du sport, mais côté économie cette fois. Les entreprises de l'outdoor font le point. 2020 a été plus que compliqué pour la large majorité des équipementiers et des commerçants. Il faudra du temps pour que le secteur relève la tête. Un effort qui doit aujourd'hui être mieux suivi par le gouvernement. C'est en tout cas ce que demandent de nombreux acteurs de la filière. Ils étaient rassemblés ce jeudi matin à l'occasion d'une conférence de presse numérique. Emmanuel Jaude était sur place, reportage. Les temps sont durs pour le secteur des sports outdoor. Touché de plein fouet par la crise sanitaire et la fermeture des remontées mécaniques, 81% des entreprises de la filière ont aujourd'hui mis en place des mesures de prévention économique. Et même si les performances des entreprises sur cette année 2020 ont été extrêmement disparates, petites comme grandes structures ont dû s'adapter. La marque va bien. Si je reprends maintenant la branche sport d'hiver, oui, ça va nous impacter fortement. On va perdre de l'argent sur cette branche-là, en plusieurs dizaines de millions d'euros, on est assez clair. Donc c'est forcément facteur de beaucoup d'interrogations, de beaucoup de questions sur comment on va rebondir. Nous, on est convaincus que c'est juste un passage conjoncturel, il n'y a rien de structurel, donc ça ne devrait pas amener à des restructurations majeures. Il faut juste qu'on ait la capacité d'encaisser le choc, de passer la vague, d'où aujourd'hui nos requêtes, nos demandes à être aidés. Des demandes qui visent notamment à mieux cibler les aides publiques, car l'impact économique causé par la crise Covid va se prolonger pendant encore quelques années. Pour l'instant, on a du mal à leur faire comprendre la temporalité. Aujourd'hui, les aides sont très axées sur des aides immédiates de commerçants qui perdent du chiffre d'affaires à l'instant T. Alors que les fabricants industriels comme nous, la majorité à OSV, vont perdre du chiffre d'affaires durablement jusqu'à minimum la fin d'année 2021. On pense que ce sera que pendant l'hiver 22-23 qu'on va revenir sur un hiver relativement normal. Donc aujourd'hui, il faut faire comprendre la temporalité. J'ai tendance à être optimiste, donc j'espère qu'ils vont nous entendre parce qu'il y a des industriels, il y a de l'emploi qualifié, il y a des exportations, de l'innovation. Donc aujourd'hui, en tout cas, on essaie de faire entendre au plus haut de l'État nos besoins pour ces entreprises. D'ailleurs, tous les regards se portent aujourd'hui vers les aides régionales. Davantage au fait des problématiques de la montagne par rapport aux grandes instances parisiennes, Auvergne-Rhône-Alpes devrait notamment voter dans les prochaines semaines un plan de relance spécialement prévu pour les acteurs de l'outdoor. Elle a consacré sa thèse à l'étude de la privatisation des rives des lacs alpins. Alice Nicoli est en ligne avec nous. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez ? Bonsoir, je vous entends très bien. Alors, vous êtes originaire de Faverges, en Haute-Savoie, près du lac d'Annecy. Est-ce que ce sont ces origines, vos origines, qui vous ont poussé à vous intéresser à ces espaces lacustres ? Absolument, oui. Enfin, l'idée de ce sujet de thèse est venue effectivement de la connaissance empirique, personnelle de ces lacs et en particulier du lac d'Annecy, auprès duquel j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais plus jeune. Pourquoi avez-vous décidé de consacrer une thèse entière à la privatisation des rives de nos lacs, justement ?
Eh bien, pour plusieurs raisons. Déjà, pour cette raison d'intérêt personnel, et puis par intérêt scientifique. Donc, j'ai fait des études de géographie, et au cours de mes études, un certain nombre de notions, de réflexions que j'ai croisées faisaient écho avec la situation de ces lacs, notamment les questions d'espace public, d'accès aux espaces publics, d'accès à la nature, et donc de privatisation résidentielle des fronts d'eau. Et ce dont je me suis rendu compte en commençant à y réfléchir, c'est que finalement, en géographie, la privatisation littorale au sens large, et en particulier la privatisation des rives des lacs, c'était un sujet assez peu étudié, et que les lacs alpins, en particulier le lac d'Annecy, mais aussi le Léman, qui était un important terrain dans ma thèse, constituaient de très bons cas d'étude, de très bons observatoires de cette problématique. Donc c'est pour ça que j'ai consacré ma thèse à cette question et à ces terrains. Quel est votre constat global? Est-ce que les rives de nos lacs sont plutôt accessibles ou pas? Alors ça, c'est après une question d'appréciation à partir des données que j'ai produites. Donc en fait, dans le cadre de ma thèse, j'ai cartographié de manière exhaustive le littoral de 3 lacs, donc Léman en entier, à la fois la rive française et la rive suisse, le lac d'Annecy et le lac du Bourget. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que pour étudier ça, il fallait distinguer très nettement 2 choses. D'une part, la propriété foncière, donc sur le plan cadastral, qu'est-ce qui est privé, qu'est-ce qui est public, et d'autre part, l'accès réel. Dans les faits, est-ce que le kidam moyen peut s'approcher de l'eau, peut mettre les pieds dans l'eau, selon une expression qu'on utilise souvent. Donc moi, j'ai cartographié les deux de manière séparée. Et si on prend par exemple le lac d'Annecy, dont j'ai les chiffres en tête, c'est un petit peu moins de 50% du littoral qui est totalement librement accessible, donc où il n'y a aucun obstacle pour s'approcher jusqu'au bord de l'eau. Et environ, alors j'ai plus mes chiffres en tête, j'ai pas ma thèse sous la main, mais entre 7 et, enfin un petit peu moins de 10% qui est d'accès en fait payant, soit parce qu'on a une plage payante, soit parce qu'il va y avoir un hôtel ou un restaurant qui a une plage privée. Et puis après, on a environ 35% du littoral qui est privatif, où ce sont des propriétés privées qui ont un accès privatif au lac. Et puis après, des petits linéaires qui vont être soit physiquement difficiles d'accès, c'est le cas du roc de Cher par exemple, soit protégés, interdits d'accès pour des raisons de protection de l'environnement. Et ça, c'est assez marginal. Il y a peu de secteurs du littoral qui sont vraiment interdits d'accès pour ces raisons-là. Mais après, la situation va être différente d'un lac à un autre. Vous avez évoqué ces habitations, ces particuliers qui ont un accès privé au lac. C'est souvent ce qui pose un petit peu problème ou qui peut causer des litiges. Est-ce que ça veut dire qu'au départ, nos lacs n'ont pas été assez protégés, les rives de nos lacs ? On peut le dire comme ça, je pense. En fait, ce qui s'est passé, ça c'est une autre partie de mon travail, la reconstitution plutôt historique du phénomène. Ce qui s'est passé, c'est que pendant très longtemps, les terrains de bord de lac étaient assez peu valorisés par la société, ou en tout cas, ils n'étaient pas valorisés de manière différente que les autres terrains plus éloignés. Donc c'était des terrains agricoles pour la plupart, et dans certains cas, considérés plutôt comme de mauvaises terres, donc qui avaient assez peu de valeur dans la société et dans l'économie traditionnelle. Et tout ça, ça commence à évoluer à la fin du 19e siècle, en lien avec le développement du tourisme, en lien avec la régulation du niveau de l'eau. On a de nouvelles populations qui arrivent, qui ont d'autres représentations du paysage et des lacs, et qui commencent à trouver intéressants les terrains de bord de lac pour y construire ce qu'on appellerait aujourd'hui des résidences secondaires, donc ce qu'on appelait plutôt à l'époque la villégiature. Et donc, ces nouvelles populations acquièrent ces terrains, y construisent des villas, et vu que l'usage est différent, clôturent leurs terrains. Donc c'est là que commence le processus de privatisation des rives. Et en fait, à cette époque-là, les pratiques touristiques, les pratiques récréatives n'étaient pas aussi développées.
Et donc les pouvoirs publics n'ont pas réagi tout de suite pour maintenir un accès public, pour maintenir des servitudes de passage qui existaient en lien avec des usages anciens. Et donc à partir de ce moment-là, la privatisation s'est mise en place sur un mode très hermétique et on se retrouve en particulier autour du lac d'Annecy avec la situation qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que sur les linéaires où il y a des villas, il n'y a vraiment aucun accès public entre la propriété privée et le lac, sauf dans quelques cas où, beaucoup plus tard, les municipalités et d'autres acteurs publics ont fait l'effort soit d'acquérir des terrains pour aménager des chemins. Et c'est le cas, si je reste toujours sur le lac d'Annecy, le cas de Saint-Jean-Riau, par exemple. Est-ce que la législation évolue aujourd'hui avec l'intérêt croissant pour la protection de l'environnement? Vous voyez cette législation un petit peu évoluer? Alors oui, il y a un élément qui a évolué et qui a causé d'ailleurs un certain nombre de conflits, de situations un petit peu tendues, c'est ce qu'on appelle la servitude de marchepied. Donc la servitude de marchepied, c'est un droit de passage lié au fait que les lacs dont on parle ici, Annecy, Bourget, Léman, ce sont des lacs qu'on appelle domaniaux, qui relèvent du domaine public. Et donc parce qu'ils relèvent du domaine public, les terrains qui sont au bord du lac sont en théorie grévés d'une servitude de passage. Donc sur une largeur de 3,25 m, en théorie, j'insiste sur en théorie, le passage serait censé être libre d'obstacles. C'est une disposition qui interdit en fait aux propriétaires de clore ou de planter sur cette largeur de 3,25 m. Et donc cette servitude qui est assez ancienne, elle a évolué. Dans les années 60, elle a été élargie à l'usage des pêcheurs et en 2006, elle a été élargie à l'usage de tous les piétons. Donc depuis 2006, en théorie, on devrait pouvoir circuler librement autour des lacs qui relèvent du domaine public. Et cette servitude, elle a aussi été renforcée en 2015, donc elle est encore en train d'évoluer, mais d'un lac à un autre, elle n'est pas aussi respectée. Et c'est une des grosses différences entre la rive française du Léman, où elle est bien respectée dans un certain nombre de communes. Je pense notamment à certaines communes de la partie ouest de la rive française, notamment la commune d'Antilly-sur-Léman, où la servitude est respectée d'un bout à l'autre, alors que sur le lac d'Annecy, elle est quasiment complètement virtuelle. Merci beaucoup Alice Nicoli pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes géographe, ces éclairages très intéressants. Merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invitée. Nous restons sur les bords de lac avec une enquête participative qui a débuté du côté de Savoie Technolac. Un questionnaire sur l'impact des routes sur la faune sauvage dans la zone est accessible en ligne. Si vous empruntez l'axe Chambéry-Aix-les-Bains, l'axe routier qui longe l'aéroport et le bord sud du lac, ou encore la route reliant le Bourget à Chambéry, vous êtes donc invité à apporter vos réponses concernant la présence d'animaux vivants ou morts. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site ou la page Facebook du Conservatoire d'espaces naturels de Savoie. Une aventure artisanale et familiale, c'est le défi de deux frères annéciens réunis autour d'une passion. Depuis quelques mois, ils fabriquent des liqueurs bio et artisanales. La première, la Verveine, remporte déjà un petit succès auprès des consommateurs annéciens. Fanette de Buisson est allée confirmer pour nous la qualité de ce breuvage dans leur local installé à Prangy. Reportage. Ça n'a l'air de rien, du liquide qui s'écoule dans une bouteille. Mais il y a des mois de travail, de recherche, de tâtonnement derrière cette liqueur bio. Beaucoup de passion surtout, celle de ses deux frères, Stéphane le gérant et Vincent, le créateur des recettes. Ça a commencé avec mon meilleur ami qui était mon chef à l'époque dans le bar à vin que j'ai dans le centre-ville d'Annecy, où on cherchait une liqueur pour payer un coup aux gens, mais on voulait faire un truc nous-mêmes, on voulait pas un mauvais Genepi ou un mauvais limoncello. Et on a mis quelques mois à créer cette recette, 6 mois exactement, à force de petits essais par petit litre, de goûter des choses pas bonnes aussi. Et à force, on a trouvé quelque chose qui a fini par nous plaire sur une base de verveine, avec des éléments qui viennent apporter des acidités, qui viennent un peu corriger la texture, que ce soit la graine de coriandre, le zeste de citron et la citronnelle. On s'est pas mal inspiré de certaines liqueurs qui existent, de vieilles recettes de liqueurs du 19e siècle. Mais Chartreuse, ça fait 900 ans. Je pense qu'on
on sera mort avant d'avoir fini d'apprendre, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on en apprend tout le temps. Les deux frères franchissent le pas l'an dernier. Lors du premier confinement, Stéphane est au chômage. Il réfléchit au projet, à sa viabilité, se renseigne sur les agréments des douanes, complexes pour fabriquer des liqueurs. Au mois de juillet, il se lance officiellement, accompagné notamment par Initiative Grand Annecy. Cette production est la 3e de Verveine. Quand on a commencé à faire la liqueur, celle que Vincent a créée, elle n'était pas bio. Il utilise certaines plantes bio, mais l'alcool, on ne peut pas en trouver du bio si on n'a pas les licences de la part des douanes. Donc c'était beaucoup plus compliqué, c'est sûr, mais c'était évident de travailler aujourd'hui en faisant du local, de l'artisanal et du bio, quoi. Objectivement, on ne pensait pas aller aussi vite dans ce contexte-là. Donc en fait, la verveine, elle plaît aux gens. La gentiane, elle commence aussi à beaucoup plaire aux gens. Chez les cavistes chez qui on a réussi à travailler pour la première production, nous recommandent déjà, ça veut dire qu'ils vendent leurs bouteilles. Et nous, on a eu un très très bon accueil sur les marchés, le marché d'Annecy. À la suite du deuxième confinement, on a fait les marchés tous les jours, du mardi au dimanche. Et c'est ce qui nous a permis de faire goûter aux gens, de se faire connaître. Le duo déborde de projets. Un déménagement dans les prochains mois, l'extension dans les bars et restaurants dès leur réouverture et l'export à l'international. Un avenir qui fleure bon le succès pour la famille Granier. On n'entend presque que lui dans la station d'Avoria. Profitant d'une baisse de la fréquentation cet hiver, le speedrider Valentin Deluc nous livre de nouvelles images impressionnantes de sa discipline mêlant ski et vol. Il frôle les immeubles à l'architecture si particulière. Il slide les câbles de télésiège à l'arrêt. Une vidéo réalisée, il l'assure, sans trucage. Et nous nous quittons sur ces images, mais restez avec nous dans un instant. C'est le dernier épisode de notre panorama consacré cette semaine à la station de Bessan. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Je vous souhaite une belle soirée en notre compagnie. Je vous dis à bientôt.